Les idées principales des meilleurs livres en 30 minutes. Aujourd'hui, Radical Candor, Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity, de Kim Scott. Premier point clé, le management n'est pas une question de « résultat à tout prix ». Le management, ce sont des relations. Des relations honnêtes et transparentes avec votre équipe, vos collègues et votre hiérarchie. Les résultats comptent, bien sûr. Mais les nouveaux managers mettent souvent leur attention au mauvais endroit. On peut avoir l'impression que votre travail consiste à attribuer des tâches, suivre les deadlines, contrôler les processus et livrer un bon résultat. Cela donne un sentiment de contrôle et de pouvoir. Le problème, c'est que l'idée, si je me concentre uniquement sur les résultats, tout ira mieux, est presque toujours une erreur. Un manager n'est pas seulement responsable des processus. Un manager est une source de clarté et de stabilité. Les processus changent. Les plans changent. Les résultats peuvent changer aussi. Mais l'équipe a toujours besoin d'un point de repère stable, une personne sur qui elle peut compter. Vient ensuite le concept central du livre, la franchise radicale. Le management est un travail émotionnel. Il demande non seulement de l'intelligence, mais aussi de la maturité, de la résilience et la capacité de rassembler des personnes différentes en une équipe solide. Un bon manager peut dire quelque chose d'honnête et d'humain, comme « tu t'es planté. Et je veux que tu traverses ça ». Mais en réalité, beaucoup de leaders oscillent entre des extrêmes. Soit ils enrobent tout de miel, pour éviter de blesser qui que ce soit. Soit ils deviennent des diseurs de vérités brutaux et, avec le temps, glissent vers l'humiliation et les insultes. Si vous devez choisir entre deux mots, la franchise brutale est au moins plus claire, les gens comprennent ce que vous voulez. Mais Kim Scott propose une troisième voie, pas un extrême, mais un équilibre, la franchise radicale, comme un mélange d'honnêteté et de véritable attention à la personne. C'est une ouverture au bord même de la directivité. Et ce n'est pas la même chose que l'honnêteté radicale, façon, je dis tout tel que c'est, quoi qu'il arrive. Il y a une histoire parlante. Un employé continuait à mal performer. Kim Scott espérait que ça irait mieux avec le temps, la personne avait un CV solide. Elle l'a épargné, et elle s'est épargnée et elle a fini par faire une partie de son travail à sa place. Puis un jour, elle est revenue à elle, au moment même où elle l'a licencié. Et l'employé a crié, « Pourquoi vous êtes tous restés silencieux ?» Et il avait raison. La franchise radicale n'est pas seulement une astuce de communication. C'est une stratégie. Elle oblige à repenser beaucoup de pratiques de management, les entretiens individuels, le recrutement et le licenciement, la planification de carrière, les cycles de travail en équipe. Et, en réalité, à repenser le rôle même du manager, ce que signifie diriger, et comment construire une équipe sur le long terme. Oui, une équipe peut produire des résultats sans franchise radicale. Par la pression, la manipulation, les promesses. Mais, en général, cela ne marche que sur une courte durée. La motivation par la peur s'épuise rapidement. Pour maintenir un niveau élevé, il faut soit augmenter la pression, soit remplacer constamment les personnes. Ce n'est pas de la croissance, c'est de l'usure. Quand il n'y a pas de confiance, les gens ne partagent pas leurs idées, ne disent pas la vérité, et travaillent à moitié. Chaque cycle suivant coûte plus cher en personne, en énergie et en réputation. La franchise radicale, à l'inverse, crée un système durable. Les gens performent mieux parce qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux, et parce qu'ils savent que, dans un moment difficile, vous ne détournerez pas le regard. Le livre cite la sociologue Arlie Hochschild, dans les métiers centrés sur les personnes hôtesses de l'air, serveurs, psychologues, enseignants, managers. Une énorme part de l'énergie sert à maintenir des relations. C'est aussi du travail. Simplement, c'est souvent invisible. Un autre exemple. Kim Scott devait préparer une nouvelle stratégie de prix pour des investisseurs. Mais toute la journée a été absorbée par des conversations avec l'équipe, quelqu'un avait des soucis de santé, quelqu'un avait de bonnes nouvelles à la maison. Quand elle s'est enfin mise au travail, elle était vidée. Et c'était normal. Parce que sans ces conversations, il n'y aurait pas d'équipe capable d'exécuter la moindre stratégie. La section majeure suivante concerne le feedback. Et le principe est simple, commencez par vous-même. Ne partez pas du principe que l'équipe comprend déjà tout, et ne parlez pas par allusion. Un manager doit être une source de clarté. Pour construire des relations ouvertes, les gens ont besoin d'un feedback précis et attendent entre eux et de votre part. Le meilleur départ consiste à demander du feedback sur vous-même. Mais ensuite se pose la question, comment faire parler les gens, tout simplement ?
Il y a une histoire sur le Japon et Toyota. Au Japon, il n'est pas courant de critiquer son chef. Pour obtenir du feedback, la direction de Toyota a dessiné un grand carré rouge sur le sol de l'usine. Chaque nouvel employé, à la fin de son service, devait citer au moins 3 problèmes à voix haute. Kim Scott a rencontré un problème similaire et a plaisanté en disant qu'elle dessinerait le même carré pour sa nouvelle équipe. Ça a marché. Même si, au début, au lieu de problèmes de travail, les gens se plaignaient de la qualité du thé du bureau. Le point, c'est que les gens testent si c'est vraiment sûr de dire ce qui les dérange, et quelle sera votre réaction. Kim Scott a pris le « problème du thé » au sérieux. Elle devait montrer à l'équipe « Vous pouvez me faire confiance, parce que je me soucie réellement de vous et je prends ce que vous dites au sérieux ». C'était un signal important. Ce n'est qu'après cela que les gens ont commencé à apporter de vraies observations à ce qui ralentit le processus, ce qui bloque la communication, ce qui détruit la motivation. Le feedback n'est pas seulement un échange d'opinions. C'est un moyen de construire la confiance. Et la première chose à faire, c'est créer un espace sûr pour une critique qui vous vise, vous. Demandez du feedback. Et ensuite, la partie la plus difficile, ne vous défendez pas et ne vous justifiez pas, même si tout se serre à l'intérieur. Si vous ne savez pas écouter, vous ne saurez pas parler. Les gens jugeront non pas vos mots, mais votre réaction. Si votre regard leur fait peur, la conversation est terminée même si vous prononcez toutes les bonnes phrases. Vient ensuite une idée importante, féliciter est difficile, critiquer fait peur. Beaucoup pensent que féliciter est facile et que critiquer demande de la délicatesse. En réalité, les compliments aussi ont de mauvaises et de bonnes formes. Un mauvais compliment, ce sont des mots vides qui ne veulent rien dire. Cela rend les relations formelles et superficielles. Les gens sentent quand vous enveloppez l'amertume dans un joli papier, vous êtes un employé précieux. Un bon compliment est précis et concret. Il se relie à la tâche ou aux valeurs de l'équipe et explique pourquoi c'est important. Par exemple, merci d'avoir résolu le problème de paiement sans relance. Ça réduit le stress pour toute l'équipe. Je vois comment tu gardes ton focus. La critique suit la même règle. Elle ne doit pas être une généralisation ou un jugement sur la personne. Seulement un comportement précis, un contexte précis, et un impact précis. Mauvaise critique, tu es lent. Tu gâches tout. Tu n'y arrives pas. Bonne critique, tu as envoyé le rapport avec 2 jours de retard. On n'a pas pu préparer la démo, on a dû la reprogrammer. Parlons de ce qui a bloqué et de la façon dont on peut régler ça. Quand vous maîtrisez les bons compliments, la critique devient plus facile. Autre principe, le feedback n'est pas une opinion, c'est un dialogue. Ce n'est pas « j'ai trouvé une minute et j'ai dit quelque chose d'important ». C'est quand vous n'attendez pas une réunion formelle et que vous reflétez ce qui se passe directement, rapidement, et avec une attention sincère pour une personne. Un feedback de qualité est lié à un comportement précis, pas à la personnalité. Est donné tout de suite, tant que c'est frais. Est court et direct. Vient du désir d'aider la personne, pas seulement de dire ce qu'on pense. Et pour critiquer avec attention dans un cadre de travail formel, il faut connaître les personnes avec qui vous travaillez. Qu'est-ce qui compte pour elles? Pourquoi vivent-elles? Parfois, vous découvrez que tout le monde n'est pas porté par la progression de carrière. Souvent, les performeurs stables ne brûlent pas du désir de tout changer. Vous n'avez pas besoin d'événements de team building coûteux ou d'activités parfaitement mises en scène. Les interactions humaines ordinaires suffisent, réduire progressivement la distance, montrer un intérêt sincère, chercher quelque chose que vous avez en commun. Cela mène à la pratique suivante, les one-on-ones. Des rendez-vous personnels réguliers avec chaque membre de l'équipe apportent la bonne structure. On y parle non seulement des tâches, mais aussi de tout ce qui influence leur travail. Imaginez que vous êtes entraîneur de football. Vous vous asseyez avec un joueur sur le banc et vous regardez le match ensemble, de l'extérieur. Vous le décortiquez, ce qui le ralentit, où il pourrait jouer différemment, comment vous apparaissez dans le match en tant qu'entraîneur. Commencez par le travail actuel et les tâches à venir. Puis demandez du feedback et accueillez même les petites choses étranges. Cherchez du concret, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et, quand cela devient familier, parlez de plus en plus de la personne, ce qui l'intéresse, ce qui est important pour elle. C'est ainsi que vos attentes deviennent claires et que ses capacités réelles deviennent claires aussi. Ensuite, le livre passe à « personne et rôle, qui développer, qui recruter, et quand se séparer ». Si vous savez déjà féliciter, critiquer,
et gagnez la confiance et que vous comprenez vos gens, vous pouvez passer à la planification de carrière. Cela ne signifie pas qu'il faut motiver tout le monde jusqu'aux larmes ou transformer votre équipe en retraite de développement personnel. Mais si vous construisez des relations, il est logique de s'intéresser à la direction que prend une personne dans sa vie, à la place qu'elle se voit occuper dans l'équipe, et à ce qui compte pour elle au travail. Ici, Kim Scott fait une précision importante, ce n'est pas seulement une question d'ambition. Elle-même est tombée dans le piège de ne valoriser que les employés ambitieux capables de produire des résultats spectaculaires. Ce sont les grosses stars, à leur apogée, avides de nouveaux défis, apprenant vite, poussés vers l'avant. Ils comptent, et il faut les développer et préparer des remplaçants. Mais il y a aussi les rockstars, des performeurs stables, fiables et prévisibles. Ils ne courent pas après le niveau suivant, mais ils portent des processus clés. Les deux sont précieux. N'essayez pas de transformer tout le monde en un seul type. C'est impossible et risqué, parce que vous pouvez perdre quelqu'un d'essentiel. Et ne donnez pas des missions de développement aux rockstars ni ne demandez aux grosses stars de passer leur temps sur du travail routinier et stable. Pour comprendre qui vous avez en face de vous, il faut parler. Voilà pourquoi les one-on-ones comptent, passer des mises à jour de tâches à la compréhension de la personne, et à la construction d'un parcours de développement ensemble. Les gens changent. Vous changez aussi. C'est pourquoi ces conversations doivent être continues pas seulement sur le travail, mais aussi sur la direction que prend une personne et sur ce qui se passe dans sa vie. Kim Scott met en avant 3 thèmes à ouvrir progressivement. L'histoire, comment la personne est arrivée dans l'équipe, ce qu'elle a fait et fait, ce dans quoi elle plonge tête la première. Le rêve, ce qu'elle ferait s'il n'y avait aucune limite. Le plan annuel, ce qu'elle veut apprendre et ce qu'elle veut essayer dans un futur proche. Quand vous connaissez les réponses, vous pouvez redistribuer les tâches et construire des trajectoires de croissance en fonction de ce qui compte pour les gens. C'est à la fois de la considération et du pragmatisme, tôt ou tard, une personne réfléchira de toute façon à ces questions et les réponses pourraient ne pas jouer en votre faveur. Maintenant, le recrutement. Si vous recrutez uniquement des grosses stars, vous obtenez une équipe de feux d'artifice et aucun résultat stable. Si vous ne construisez que des rockstars, vous obtenez une structure lourde et lente. Une équipe forte est un mélange rythmique, où chacun comprend pourquoi il est là et où il va. C'est pourquoi le recrutement est un filtre non seulement pour les compétences, mais aussi pour la compatibilité, rythme, contexte et étape de vie. Parfois, un candidat est trop ambitieux non pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas la bonne place pour lui. Et le livre parle du licenciement de façon dure mais honnête, licencier fait partie du fait de prendre soin de la personne et de l'équipe. Si quelqu'un ne peut pas faire le travail, vous ne pouvez pas continuer à faire semblant que tout va bien. Licencier n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est une transition vers une autre étape de vie, une réponse honnête à une inadéquation, et un respect pour le reste de l'équipe impactée par un maillon faible. Pour décider si c'est le moment, Kim Scott propose de vous demander. Avez-vous donné un feedback direct avec attention? Y a-t-il un progrès visible après les one-on-ones? Avez-vous obtenu un regard extérieur sur la situation? Comment la présence de cette personne affecte les autres? Si les conclusions sont mauvaises, agissez et ne repoussez pas. Et si vous n'avez rien fait de tout cela, vous prenez peut-être la décision sous le coup de l'émotion. Ensuite, comment prendre des décisions en équipe? Kim Scott propose le cycle GSD, Get Stuff Done. Il est simple, mais il demande de la discipline et de la compétence. Les étapes sont: écoutez. Vous écoutez l'équipe, vous aidez chacun à partager sa vision de la situation. Vous ajoutez des informations organisationnelles sur les priorités. Et surtout, vous ne prenez pas tout le temps. Vous laissez de l'espace. Clarifiez. Vous clarifiez chaque idée et vous aidez à la formuler clairement et brièvement, pour qu'elle devienne compréhensible pour tout le monde, pas seulement pour vous. Débattre. Vous soutenez la discussion et vous réfléchissez à la mise en œuvre, quels risques existent, quelles ressources seront nécessaires. Cela peut être un débat dur mais respectueux, où les idées se comparent sur des critères concrets. Il est important de ne pas faire pression, de ne pas occuper tout l'espace avec un monologue, et de ne pas créer une atmosphère de surprotection. Et il faut éviter d'étirer le débat. Décider. Le manager prend la décision. Vous devez réserver du temps pour cela sans l'équipe, sans distraction, sans l'envie de décider vite. Cette étape concerne l'honnêteté intérieure, pouvez-vous choisir avec justesse et à temps, sans repousser la responsabilité sur les employés ou les circonstances. Convaincre.
Même la meilleure décision ne fonctionnera pas si les gens ne comprennent pas pourquoi elle a été prise et quoi faire ensuite. Tout le monde ne connaît pas l'historique complet des discussions, quelqu'un souvent vous doit donc transmettre l'essentiel. Ce n'est pas de la répétition. C'est faire entrer les gens dans le jeu. Exécuter. Une fois l'idée alignée, elle passe au travail, pas au format, vous avez compris, non, mais avec une clarté sûre. Qui fait quoi et pourquoi? Pour quand? À quoi ressemble un résultat acceptable? Apprendre. C'est l'étape le plus souvent oubliée. Après l'exécution, faites un bref retour, même si ça a fonctionné. Qu'a-t-on exactement décidé? Pourquoi ça a marché ou pas? Ce qu'on a pris en compte et ce qu'on a ignoré. Ce n'est pas une séance de reproches. C'est une manière de construire une mémoire, au lieu de vivre sur « ça a marché cette fois, donc peu importe ». Et si une critique est nécessaire, mieux vaut la donner en privé avec attention pour l'autre. Kim Scott note, beaucoup d'équipes restent bloquées entre discussion et décision. Soit elles passent à l'action sans analyse, soit elles se noient dans des discussions sans fin. Pour qu'une équipe avance, la discussion doit se terminer par une décision, et la décision doit être expliquée et lancée. Maintenant, la stabilité du manager. Pour gérer un grand volume de communication et de travail émotionnel, vous devez apprendre à vous recentrer, comprendre les limites de votre capacité et de votre autorité, rester stable, et aider les autres à rester stables aussi. C'est une erreur de croire que le management est un travail froid et détaché fait de tâches, de chiffres et de processus. La majeure partie de votre temps est consacrée aux gens et à leur vie au sein de l'organisation. Si vous évitez cela, les employés partiront, s'épuiseront, ou saboteront pas parce qu'ils sont trop peu payés ou que les tâches sont ennuyeuses, mais parce que, pour eux, vous n'êtes personne. Une machine. Un processeur à KPI. Et même si vous comprenez que les relations comptent plus que les processus, cela ne devient pas plus facile. Vous écouterez, vous irez plus profond, vous vous soucierez et, à un moment, vous pourriez vous épuiser vous-même. Des relations authentiques construites sur l'attention exigent de la stabilité. Et c'est votre responsabilité. Kim Scott donne une suggestion très pratique, gardez 3 ou 4 choses dans votre agenda que vous aimez et qui vous soutiennent, quelle que soit la difficulté au travail ou dans votre vie personnelle. Ces activités doivent avoir une place fixe au même niveau que des réunions avec des investisseurs. Cela peut être des petits déjeuners et des dîners en famille, du sport, la lecture, la cuisine, de longues promenades avec votre chien, ou de la méditation. L'essentiel est de ne pas les sauter. Une fois manqué mène à 10. Puis viennent la fatigue, l'irritation et la dévalorisation de votre équipe. D'abord, ces sentiments restent à l'intérieur. Puis ils débordent. Autre principe, soyez honnête sur vos émotions. La vérité compte non seulement quand vous donnez du feedback. Un manager solide peut parler de vulnérabilité. Vous pouvez dire honnêtement à l'équipe, je ne suis pas dans mon meilleur état en ce moment, et j'ai besoin de temps pour me remettre. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de la maturité. La stabilité d'un manager n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité de ne pas exploser et de ne pas déverser ses états sur l'équipe. Il est normal de ressentir de la colère, de l'épuisement, de l'irritation. Apprenez à traiter ces émotions, pas à les déverser sur les autres. Kim Scott propose des étapes comme faire une pause et nommer votre état. Ne pas contaminer les autres avec votre anxiété. Poser des limites, je ne suis pas prêt à en parler maintenant, revenons-y dans 1 heure. Ne pas chercher à contrôler les émotions des autres, mais observer vos réactions face à elles. Et encore une chose, montrez l'exemple. Si vous vivez à la vitesse du burn-out, l'équipe finit par croire que c'est normal. Si vous mettez des choses personnelles importantes dans votre agenda, les gens sentent qu'ils peuvent être humains ici et pas seulement de la graisse pour une machine corporate. La façon la plus rapide de construire une culture de l'attention, c'est de l'incarner, pas de la prêcher. Il y a une histoire, un manager partait chaque jour exactement à 17h30, et l'équipe regardait, nerveuse. Puis il a dit, chaque soir, je lis à ma fille avant qu'elle s'endorme. Ce n'est pas négociable. Et l'équipe a soufflé. Parce que c'est devenu clair, dans cette culture, on valorise non pas le sacrifice pour le sacrifice, mais l'humanité. Kim Scott dit aussi, ne cherchez pas l'équilibre vie pro-vie perso comme une comptabilité d'heures. Visez l'intégration pour que les choses qui comptent fassent naturellement partie de votre vie. Le travail fait partie de la vie, il n'est pas toute la vie. Comprenez ce qui a vraiment de la valeur pour vous, et ce qui peut disparaître. Et le sens final, vous n'êtes pas un super-héros.
La franchise radicale n'est pas un style de communication. C'est une manière d'être. Elle demande non pas de l'éloquence, mais de la stabilité. Pas du charisme managérial, mais une habitude de directivité et d'attention aux personnes. C'est être réel, clair, compréhensible, fiable. Kim Scott ne vous dit pas de « manager par l'empathie » comme une étiquette à la mode. Elle vous demande d'arrêter de jouer un rôle. Ne faites pas semblant d'être une machine si vous travaillez avec des gens. Ne restez pas silencieux quand vous voyez un problème. Les équipes fortes ne tiennent pas sur la motivation. Elles tiennent sur les relations. Pas sur le charisme, mais sur la confiance. Pas sur un super-héros qui tire tout le monde vers l'avant, mais sur une personne mature capable de parler honnêtement, d'écouter et de prendre soin sans infantiliser. Tout le monde ne vous aimera pas, mais les gens vous respecteront. Et c'est plus important. Et pour finir, les 10 meilleures idées du livre. 1. Les résultats ne sont pas l'essentiel du management. Un manager n'est pas un contrôleur de processus, mais une source de clarté et de fiabilité. Les processus changent, mais l'équipe doit toujours savoir sur qui elle peut compter. 2. Le travail émotionnel n'est pas un effet secondaire du management, c'en est le cœur. Se sentir fatigué après des conversations avec des personnes, c'est le signe que vous faites du vrai management. 3. Les leaders oscillent souvent entre des extrêmes, la vérité brutale ou les mensonges de confort. Une meilleure stratégie, c'est la franchise radicale, honnêteté plus attention. 4. Les relations dans une équipe se construisent par la communication. Les bons compliments et les bonnes critiques reposent sur du concret et sur l'impact, pas sur des mots généraux. 5. Commencez par vous-même, demandez du feedback et acceptez la critique sans excuse. Si vous avez peur d'entendre du feedback, vos employés auront peur de parler. 6. Valorisez non seulement les ambitieux, mais aussi les performeurs solides et constants. Pour comprendre qui vous avez en face de vous, parlez avec les gens. 7. Licencier n'est pas un échec, cela peut être une forme d'attention. Garder quelqu'un, par gentillesse, alors qu'il ne peut pas faire le travail fait du mal à tout le monde. 8. Prenez des décisions en suivant les étapes avec constance, écoutez, clarifier, débattre, décider, convaincre, exécuter, apprendre. 9. La stabilité d'un manager n'est pas un luxe, c'est un devoir. Si vous vous épuisez, les personnes autour de vous s'épuiseront aussi. Prendre soin de soi est obligatoire. Les équipes fortes ne se construisent pas sur le charisme d'un leader, mais sur une culture de clarté et de respect. Si cela vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains livres, et dites en commentaire quel livre vous voulez qu'on analyse ensuite.